Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez traiter de votre sujet de prédilection, dénoncer d'une certaine manière l'utilisation abusive des statines. Pour être un petit peu direct dans le sujet, est-ce que votre actualité a changé depuis que les propos du Dr Even ont été divulgués par la presse? Est-ce que ça a changé objectivement quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a été utile pour votre travail et pour votre quête? Alors utile, pour le moment, c'est difficile de le dire, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire utilité? Est-ce que c'est utile aux patients? Est-ce que c'est utile à la santé publique? Est-ce que c'est utile à l'assurance maladie? Est-ce qu'elle va faire des économies, etc. C'est difficile à dire pour le moment. On voit quand même que un certain nombre de patients sont plus réticents à prendre les médicaments qui leur sont prescrits et posent plus de questions qu'auparavant à leur médecin traitant. Et on le sait, nous, indirectement, parce que les médecins traitants se plaignent de passer plus de temps à donner des explications à leurs patients et ils considèrent qu'ils perdent du temps. Alors, je ne dirais pas du mal des médecins ou des pharmaciens qui sont un peu dans la même condition, donc c'est un peu difficile de tirer un bilan. Si on tire un bilan plus stratégique, un peu comme un militant, ce que je ne suis absolument pas, on pourrait dire quand même que le professeur Even a permis à ce que ses adversaires, on va dire, qui sont aussi les miens, on va dire ça comme ça, sortent du bois. Et donc que l'on voit apparaître les porte-paroles, on va dire officielle, entre guillemets, de la défense des intérêts de l'industrie pharmaceutique, au moins pour la question des médicaments anti-cholestérol. Et ils sont sortis du bois, leurs leaders, si je puis dire comme ça, se sont exprimés, et donc on peut évaluer, beaucoup mieux qu'auparavant, en tout cas pour la France, la validité de leurs propos ou de leurs explications concernant ces médicaments et leur utilité pour la santé publique. Alors, a priori, il y a quand même plein d'affaires qui sortent. Là, vous êtes un petit peu dans le feu de l'action. Il y a plein d'affaires qui sortent. Il y a la pilule, il y a eu certains médicaments, les antibiotiques, etc. Est-ce que toutes ces affaires qui jaillissent nuisent un petit peu à la dénonciation des abus de l'industrie pharmaceutique, à votre avis? Est-ce que ça ne sature pas le grand public de ce genre de choses? Probablement. Probablement, il y a comme dans tout sujet d'actualité, il y a toujours un moment de pic où les gens se disent « Ah tiens, on ne nous a pas dit la vérité » et puis il y a un moment donné où ils disent « Bon, ben, ça va, on a compris, passons à autre chose ». Je pense qu'on est en ce moment dans la phase « passons à autre chose », mais c'est probablement une phase d'attente avant le prochain épisode, et nul ne sait ce que sera le prochain épisode. Je redoute que ce soit plus une dénonciation des effets toxiques des médicaments anti-cholestérol qui nous ont été cachés, qui ont été cachés au public, qui ne sont pas vraiment cachés puisque nous on le sait. On le dit depuis suffisamment longtemps. C'est pas un problème, la toxicité. Vous dites que la toxicité, c'est inhérent pratiquement à chaque médicament. Tout médicament est efficace et c'est une question de dose. Par contre, le plus important, et c'est sur quoi moi j'insiste toujours, c'est l'inefficacité de ces produits. Et ça, là, malheureusement, il y a une sorte de fermeture des esprits, ça a été validé, c'est efficace, on n'y revient pas. Et ça, c'est très embêtant. Oui, parce que non seulement il est inefficace, mais en plus il est toxique, mais au moins s'il est une part d'efficacité avec la toxicité qui est peut-être liée à tout principe actif, peut-être qu'on peut essayer de doser le rapport, voilà. efficacité. Et c'est pour ça que toute l'affaire du Crestor est si importante, puisque c'est la dernière des statines commercialisées. Il y a 4 essais cliniques, ils sont tous les 4 négatifs. Et donc, si le meilleur des médicaments, celui qui fait le plus baisser le cholestérol, est complètement inefficace, on se demande pourquoi les autres l'ont été efficaces. D'accord. Et pourquoi ce médicament est encore sur le marché et remboursé alors qu'on est dans un monde totalement absurde. C'est un déni de réalité qui est étonnant. Quand vous dites inefficace, c'est inefficace sur la prévention des pathologies cardiovasculaires. Exactement. Ou alors, ça fait baisser le cholestérol, soit. Mais... Ah, tout à fait, c'est très efficace. Et ça a des effets secondaires qui ont été découverts, par exemple sur le diabète.
c'est un médicament diabétogène, mais son efficacité, elle est vraiment nulle, quoi. Alors on peut évidemment chercher toujours par des analyses secondaires, etc., chercher dans les détails quelque chose qui puisse faire plaisir à l'industriel, mais dans la réalité, c'est un médicament inefficace. Alors donc, je rebondis sur vos propos. Vous dites qu'il est inefficace sur la prévention des pathologies cardiovasculaires, mais en plus, il a une toxicité et il est diabétogène. C'est-à-dire que vous pensez que c'est le prochain scandale lié aux statines ? Ah oui, ça c'est inéluctable. Alors, qu'est-ce qui peut le ralentir? C'est évidemment les contre-attaques des experts qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Pourquoi c'est si important pour eux? Parce que le Crestor n'est pas encore un générique. C'est celui donc qui produit le plus de chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Et donc, ceux qui ont intérêt à ce que l'histoire des statines se perpétue s'arc-boutent littéralement pour protéger ce médicament. Ils sont encore c'est pas encore dans le domaine public, donc ça peut pas. Voilà, c'est pas encore génériqué. Combien de temps encore? 2 ou 3 ans, je crois. Ah oui, donc c'est demain. Oui, c'est demain. Et vous verrez, on peut le prédire, le jour où ce médicament est génériqué, les statines vont perdre de leur aura. Mais l'épisode suivant est déjà connu. Les industriels arrivent avec de nouveaux médicaments qu'ils prétendent plus efficaces encore que les statines et qui vont se substituer aux statines et qui vont encore plus diminuer le risque cardiovasculaire, diminuer encore plus le cholestérol. L'histoire est quasiment déjà écrite. Oui, alors de nouveaux médicaments avec les mêmes défaillances sur l'expertise. C'est ça qui pose problème, c'est pas la fabrication en soi. Alors on sait déjà qu'ils sont très toxiques. Déjà. Ce sont des produits injectables, vous imaginez. Ah oui, donc c'est. Alors pour le moment, les experts travaillant pour l'industrie pharmaceutique prétendent qu'ils doivent être réservés aux patients qui sont encore avec un cholestérol élevé s'ils sont sous statine, mais on sait comment ça se passe dans ces cas-là. Très vite, on ira vers des prescriptions beaucoup plus larges et vous verrez que des gens qui ne sont pas malades, qui n'ont même pas un cholestérol élevé, un beau matin se retrouveront avec des injections de médicaments anti-cholestérol. Alors, il y a une telle réaction du public aujourd'hui et des autorités sanitaires dans certains pays, notamment en Scandinavie, en Angleterre, qu'on peut espérer qu'un barrage va être élevé contre cette dérive complètement irresponsable. Mais on peut pourtant déjà voir comment l'histoire va s'écrire. Oui, donc c'est assez grave. On comprend quand même que le grand public, le patient qui se retrouve face à son médecin, face à cette institution, un mandarinat médical, est un petit peu perdu quand même. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais que le médecin traitant, le pharmacien, il est finalement du même côté, du même bord que le patient. Parce que, il devrait l'être en tout cas. En général, et ça c'est quelque chose peut-être qui est en train de changer, de plus en plus de médecins comprennent les réticences de leurs patients à prendre ces médicaments et s'arrangent avec eux. J'étais récemment avec des médecins qui me disaient qu'ils disaient à leurs patients, qu'ils leur disaient donc, je vous le prescris parce que ça fait partie des recommandations officielles, mais si vous ne le prenez pas, je n'y vois aucun inconvénient. Donc le propos a changé quand même. Le propos a changé, ouais. oui. Ben, pas tous, hein. Ouais. Certains, les plus éveillés, maintenant ont compris qu'il y avait un gros problème. Et est-ce que certains médecins, je ne veux pas dire tous, mais est-ce que certains médecins vont jusqu'à recommander les principes de prévention avec l'hygiène alimentaire, l'activité sportive, etc. Ça, il y a beaucoup de médecins qui le font, ceux qui prennent le temps, parce que ça c'est une question de temps. Ça ne coûte rien à l'assurance maladie. Ouais, par contre, ça ne rapporte rien au médecin traitant de donner des... Sinon, ça lui coûte du temps. Ça coûte du temps, mais enfin, c'est de la crédibilité et surtout de l'efficacité. Oui, mais les médecins aussi, ils ont un chiffre d'affaires à assurer. Et le chiffre d'affaires, puisqu'on est payé à l'acte, c'est le nombre d'actes par jour. Si vous diminuez votre nombre d'actes en allongeant chaque acte, évidemment, vous gagnez moins. Et donc, c'est la même chose un peu pour les pharmaciens. Hein. Il faut bien voir que si un pharmacien vend moins de médicaments, il diminue son chiffre d'affaires et il va avoir un problème. Et en ce moment, on sait que les pharmaciens, ce n'est pas forcément des gens qui sont multimillionnaires. Hein. C'est dur de tenir une officine, il y en a peut-être trop, il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser à cet égard, mais ils sont aussi coincés. Moi, je mettrais plutôt les pharmaciens et les médecins du côté des patients, un peu du côté des victimes. Question un petit peu tendancieuse, est-ce que par exemple, le médecin pourrait, ou le pharmacien pourrait être amené, pour compenser d'une certaine manière, psychologiquement ou financièrement, les carences en médicaments, est-ce qu'il pourrait prescrire des compléments alimentaires ?
certains compléments alimentaires mais il y en a qui le font. Parce que là, l'officine fonctionnerait aussi, certains laboratoires sérieux fonctionneraient aussi, le médecin aurait aussi enfin sa prescription, et le patient ne sortirait pas les mains Ça nues. se fait déjà. Ça se fait déjà. Oui, bien sûr. Mais c'est pas diabolique, c'est pas quelque chose de tendancieux. Non, alors c'est une autre question. Hein. C'est la question des compléments alimentaires. Quelle est leur utilité, dans quelles circonstances, quel type de compléments alimentaires, quels sont les contrôles de qualité qui sont exercés, quel est leur prix. Est-ce que c'est abordable pour tout le monde ou pas? Il y en a qui sont excellents, ça c'est évident. Il y en a qui sont pratiquement indispensables dans certaines circonstances pathologiques. De là à en faire des prescriptions systématiques, ça c'est autre chose. Pas de système. Mais là se pose aussi la question de l'expertise. Est-ce qu'il y a suffisamment de recul et suffisamment d'expertise pour valider ces compléments alimentaires? Ça, c'est une autre question qui est très importante aussi. C'est deux choses différentes. Les habitudes alimentaires telles qu'elles sont évaluées, soit par des études épidémiologiques, donc c'est des habitudes alimentaires, ce sont des modèles alimentaires, le modèle alimentaire méditerranéen, le modèle d'Okinawa, etc. Et puis le fait d'isoler certaines substances ou certains aliments dans ces modèles alimentaires et de les prescrire sous forme de compléments alimentaires ou de compléments nutritionnels, où quelquefois on donne une vitamine ou un sélénium ou un magnésium, etc. Là, on manque de données scientifiques, c'est évident, parce que pour faire des études, par exemple, on va prendre un exemple, le sélénium, pour démontrer l'efficacité clinique ou l'utilité clinique du sélénium sous forme de complément, il faut beaucoup de patients, parce que si ça a un effet sous cette forme-là, c'est un petit effet. Par contre, avoir une alimentation, un modèle alimentaire qui apporte du sélénium, qui est riche en sélénium, et qui est associé à bien d'autres substances, avec des interactions positives, potentiellement négatives aussi, mais surtout positives, c'est autre chose. C'est beaucoup plus efficace. Donc les compléments alimentaires ou la supplémentation avec des substances spécifiques, les vitamines, on va dire ça comme ça, ça c'est plus difficile. Quelquefois ça crève les yeux. Hein. Certains patients sont déficients en vitamine D, il faut leur apporter de la vitamine D. Certaines pathologies, la suffisance rénale, etc., aussi nécessitent des compléments nutritionnels. Le généraliser à la population et en faire un business, c'est une autre histoire. C'est plus difficile. Surtout sur une base scientifique avérée. On manque d'études. Le combat continue, l'information continue. Et vous pensez que l'avenir, au-delà des autres scandales de l'industrie pharmaceutique, l'avenir se dessine quand même correctement? Je ne suis pas très optimiste. Pas très optimiste quand même. Je ne suis pas très optimiste parce qu'on est dans une société en crise. Il ne faut pas se leurrer. Le problème de la santé, des médicaments, il n'est pas isolé de tout le reste. Vous avez des problèmes avec les banques, vous avez des problèmes avec toutes sortes d'industries. Et donc le médicament ou l'agro-business font partie de cet ensemble. Je ne sais pas comment ça peut évoluer, je ne suis pas très optimiste parce que l'industrie pharmaceutique est en crise. Il licencie massivement. Dès qu'un produit est moins prescrit, c'est la panique. La recherche est de très mauvaise qualité. La recherche par l'industrie pharmaceutique de nouveaux produits ne fonctionne pas bien du tout. Ils ferment systématiquement leur centre de recherche. Vous voyez, Sanofi va chercher source. Ils ont des stratégies de développement et d'innovation qui, à mon avis, ne sont pas bonnes, puisque le principe, ce n'est plus d'avoir des centres de recherche, mais de racheter des petites entreprises qui, soi-disant, ont des nouveautés extraordinaires. Or, on sait très bien que maintenant, beaucoup de petites entreprises ne rêvent que d'une chose, c'est d'être rachetées. Et donc, ils inventent plus ou moins leurs résultats pour s'enrichir, on va dire. Des start-up, comme on dit, hein, c'est ça. Donc le grand principe de développement, c'est de racheter des start-up, ou des grosses start-up, quelquefois, qui se sont bien développées, mais comme eux, ils savent qu'ils veulent être rachetés, la qualité scientifique de ce qui est produit dans ces start-up est souvent questionnable, on va dire ça gentiment. Mais l'industrie le sait. Et ils savent que quand ils rachètent 10 start-up, il y en a 9 qui ne donneront rien, il y en a une... Mais dans les calculs qu'ils font, apparemment, c'est ça qui est le plus rentable. Et c'est la rentabilité qui compte, c'est le retour sur investissement. Je veux dire, l'industrie d'autrefois, où c'était des pharmaciens, des ingénieurs, des médecins qui créaient des produits nouveaux pour répondre à des besoins spécifiques, ça, c'est l'ancien temps. Ça. Malheureusement, c'est pour ça que je suis
de la manière dont se développent nos sociétés, je ne vois pas de solution à la crise du médicament, pour le moment. Peut-être la solution, c'est de continuer à transmettre l'information et à informer. Alors ça, c'est la solution pour chacun de nous. Oui. Évidemment, aucun médecin n'est obligé de prescrire. Et surtout, il peut faire semblant de prescrire pour être tranquille avec le Conseil de l'ordre et une quelconque recommandation officielle, mais dans le secret du cabinet, entre le patient et le médecin, on peut s'arranger. Et aucun patient n'est obligé de prendre le médicament qui lui est prescrit. Et donc, ce qui est absolument fondamental, c'est l'information. L'information. Ça, c'est le point crucial, avec l'expertise. C'est-à-dire qu'enfin, les experts se libèrent de la pression de l'industrie et qu'enfin les médecins aient à nouveau la liberté de prescrire selon leur conscience et selon leurs connaissances. Mais malheureusement, ces connaissances-là dépendent de l'expertise qui est biaisée, qui est biaisée. Mais on peut dire qu'il y a de plus en plus de voix qui se font entendre. Donc moi, la vision optimiste qu'on peut avoir, c'est ça, c'est qu'il y a quand même maintenant des journaux, par exemple des médias, qui s'ouvrent et qui donnent la parole à des gens qui ne sont pas d'accord avec les autres. On vient de vivre 10 années épouvantables où même les experts indépendants n'avaient plus droit à la parole. Là, maintenant, on sent quand même qu'il y a un éveil des consciences. Un éveil des consciences. Donc on compte sur vous et nous serons les chantres de votre message et que l'information passe toujours. Docteur Michel Delorgeril, merci de ces propos, même s'il y a des petits bémols, mais l'information va passer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, parce que vous aussi, vous faites passer l'information. On essaye.